Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de WrestleMania 24, qui interviendra je crois 10 jours après l'analyse que je vous ai faite sur WrestleMania 23, que je vous ai fait en début de mois de décembre, et celui-là je vous le fais en fin de mois de décembre 2015, donc petite anecdote à part, j'aime bien toujours préciser à quel moment je fais ces analyses pour pas que vous soyez un peu trop perdus. Si je me souviens bien, WrestleMania 23, j'avais mis la note de 7,3 sur 10, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Ce show-là est encore pire. Des 6 WrestleMania que je vous ai fait, c'est clairement le pire que je vous ai noté. Je suis assez déçu. Pour moi, il avait la carrure pour être un très très bon show. Et finalement pas, quoi. Beaucoup de matchs qui sont surcotés, je trouve. Je pense principalement au Floyd Mayweather contre Big Show, pardon. Et surtout le Shawn Michaels contre Ric Flair, que j'ai trouvé totalement détestable. Le Batista Umaga est pas terrible non plus. Enfin bref, pour moi, il y a eu 9 matchs. Seuls 4 ont réussi à me faire kiffer, on va dire. Mais je vais vous en parler tout de suite. Donc j'espère que l'analyse durera pas trop longtemps. L'analyse de WrestleMania 23 durait 23 minutes. J'espère que cette analyse-là ne durera pas plus longtemps. Le premier match était JBL contre Finlay dans un Belfast Brawl match. C'était un match très très court mais ultra brutal, donc on a eu des spots par-ci par-là qui en valaient clairement la peine selon moi, donc c'est un bon point que j'ai envie d'attribuer. Donc c'était un match appréciable que j'ai vraiment aimé. Il y a eu pas mal de spots majeurs, notamment le fait que Hornswoggle se ramasse une poubelle depuis le haut du ring lancée par JBL. Enfin je veux dire, déjà Hornswoggle est pas très très grand, il se ramasse une poubelle qui est plus grande que lui, mais avec une telle violence, c'était magique. Mais pour moi, le spot majeur, ça restera le coup de couvercle de poubelle que JBL tenait à l'extérieur du ring. Finlay a voulu faire un topé suicida et JBL l'a accueilli avec un monstre coup de couvercle de poubelle. C'était magique, donc j'ai vraiment aimé. Concernant la fin du match, donc le match se termine lorsque Finlay tente de porter un coup d'escalier, lorsque JBL est par terre. Ce sera contré par JBL qui va donc enchaîner sur une closest line from Hell et qui va donc terminer Finlay et terminer le match par la même occasion. Donc j'ai trouvé que pour dire que JBL je ne l'aimais pas et que je ne l'aime toujours pas aujourd'hui, et que Finlay, bah, c'est l'effet Finlay comme j'aime bien l'appeler, je ne l'aimais pas à l'époque, mais aujourd'hui pour moi c'est un bonheur de voir ces matchs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais quand même un a priori assez négatif pour ce match là, et je lui mets quand même au final la note de 7,5 sur 10. J'aurais peut-être pu mettre un 8, mais c'est comme ça. Le deuxième match, c'était le Money in the Bank Ladder Match. Donc un des meilleurs Money in the Bank pour moi, malheureusement un des plus courts aussi, donc j'ai pas noté les participants. Je vais essayer de les faire de tête. Il y avait MVP, il y avait MVP Chris Jericho, CM Punk, Shelton Benjamin, Carlito, John Morrison, et il y en manque 2. Et j'ai pas souvenir de qui ça peut être, enfin bref. Mr. Kennedy et encore un autre. Je suis désolé, ça me vient pas en tête. Je dirais que non, c'est pas Kofi Kingston. Enfin bref, c'est pas important. Je crois pas que je l'ai marqué de toute façon. Non, c'est pas important. Dans tous les cas, je vais pas mettre des plus ou des moins. CM Punk, qui est le vainqueur du match, était relativement absent. Je m'attendais un peu plus pour lui. Mais pour moi, c'est un des meilleurs parce que c'est un peu le chaos, comme j'aime bien dire. Ça fuse de tous les côtés. Le problème, c'est que le match dure 12 minutes, je crois, pour un Money in the Bank Ladder match. Je pense que c'est le plus court. Et c'est ce qui me dérange totalement dans ce match-là, tout simplement parce que le match de WrestleMania 23 que je vous ai fait l'analyse il y a 10 jours durait, je crois, pratiquement 20 minutes. Donc voilà, imaginons qu'on donne un peu plus de temps à ces hommes-là, ça passe beaucoup plus pour moi. Ensuite, j'ai marqué très brutal, il s'enchaîne très bien, mais j'ai mis, c'est normal, à l'époque c'était de redoutables lutteurs. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est moins le cas, mais ils sont plus jobbers ou mid-carders. Enfin, je sais pas, les mid-quart d'heure, on a l'impression qu'il les limite sur un ring maintenant pour pas faire de l'ombre au main event. C'est un peu ça que je ressens, tandis que là, en fait, on s'en foutait, quoi. C'était des mecs qui pouvaient très bien être dans le main event 6 mois plus tard. La preuve avec CM Punk, on ne l'attendait pas dans le main event à ce moment-là, et le mec avait quand même caché avec succès seulement quelques semaines plus tard. Donc oui, c'est possible. Je me demande si c'était pas le jour d'après, mais je crois pas. Non, il me semble que c'était 2-3 mois après, donc c'est possible d'avoir des enfin, c'était possible à l'époque d'avoir des mid-quart d'heure qui intégraient le main event assez facilement. Ensuite, j'ai marqué Shelton Benjamin a de nouveau tout pris. Le mec, à chaque fois qu'il y a des matchs comme ça, il se ramasse absolument tout. Ce mec était suicidaire. Et le spot du match d'ailleurs le concerne lorsque Carlito et Mr. Kennedy font basculer l'échelle en avant et Shelton Benjamin va tomber à l'extérieur du ring sur une échelle qui va se briser en deux, un peu à la Jeff Hardy Edge, sauf qu'il n'y avait personne allongé sur l'échelle donc lors de WrestleMania 23.
À noter l'intervention de Matardi qui faisait son retour et qui a donc empêché MVP de remporter le match. Ouf, j'ai envie de dire, parce que si MVP avait remporté la mallette, je pense que je m'en serais pas sorti à l'époque, parce que je pense que c'est le catcheur que je déteste le plus, toute génération et toute fédération confondue. J'ai marqué la victoire de CM Punk qui bloque les jambes de Jericho, donc Jericho va lui donner des coups, CM Punk va un peu perdre l'équilibre, va tomber de quelques marches et finalement il va lui prendre les jambes et lui bloquer donc entre deux marches. CM Punk après n'aura qu'à décrocher la mallette, donc oui c'est un très bon match, malheureusement le temps fait que je peux pas mettre 10 sur 10 de loin pas, donc j'ai mis quand même la note de 9 sur 10. Ensuite on a eu Batista contre Umaga dans un Raw versus SmackDown, donc bonne question. Qui représentait qui Batista représentait SmackDown et Umaga représentait Raw, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Il me semble que Umaga avait été choisi par William Regal et Batista par Vicky Guerrero. Donc logiquement, Batista représentait SmackDown et Umaga représentait Raw. J'ai marqué que c'était la première fausse note de la soirée pour moi. Déjà que le match est trop court. Ensuite, le match a pas beaucoup de rythme. Il y a encore pour moi ce que j'appelle un problème de connexion entre les deux lutteurs. C'est-à-dire qu'ils portent leur prise, mais il n'y a aucune affinité, aucune cohésion entre les deux. On porte les prises, pour porter les prises basta. Le match dure 8 minutes, donc voilà. En plus, il n'y a pas vraiment de spot majeur selon moi. On va dire que le match va être représenté par un Umaga dominant, dominateur, et Batista qui va bien résister. Voilà, je vais dire les choses telles quelles. C'est un peu la même chose, donc vous allez le voir dans quelques mois. J'ai regardé Royal Rumble 2005. Ce sera l'analyse numéro 50, il y a quelques jours. Et ça, pour ceux qui voient ce que je veux dire, ça me rappelle un peu le match Edge contre Shawn Michaels. Edge va dominer, c'est l'opener de la soirée. Edge va dominer, et Shawn Michaels va résister. Finalement, Michaels va perdre. Là, le changement est inversé. Batista va quand même gagner, malgré le fait qu'il résiste bien, malgré le fait qu'il va être dominé par Umaga par pratiquement tout le match, pardon. Et j'ai mis que le match se termine normalement avec un Spinebuster et une Batista bombe botchée. Au moment où Batista porte Umaga et est prêt à vraiment à l'écraser au sol, Batista perd équilibre. Donc pour moi, oui, il y a un gros problème. Ce match-là est trop normal et a des botches. Donc j'ai mis la note de 5 sur 10 seulement. Ensuite, on a eu Chavo Guerrero qui défendait son titre de la FCW contre Kane. Suis-je obligé de noter le match? Eh bien oui, j'ai décidé de noter le match. Je crois qu'à Extreme Rules 2012, on a eu pas mal de matchs qui duraient pas longtemps, entre 30 secondes et 4 minutes, et je les avais pas notés en fait. Et là, je vais le faire quand même. Donc le match commence avec un chokeslam et se termine direct. Donc 8 secondes pour les gens qui ne le savaient pas. Kane, tout simplement, bat Chavo Guerrero pour devenir le champion de la FCW. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça le problème. Je pense que pour les gens qui vont pas comprendre ma note, j'ai mis 4,5 sur 10. C'est énorme pour un match de 8 secondes. Mais il n'y a pas le temps d'avoir des fausses notes. Par exemple, le rythme. Il y a du rythme, ça dure 8 secondes, mais il y en a. Il n'y a pas de botch. Donc ça rajoute des points. Et c'est là, je vais vous poser une question et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi. Pensez-vous pas qu'un match de 3 minutes est plus mauvais qu'un match de 15 secondes? Parce qu'en 15 secondes, il n'y a pas le temps d'avoir des fausses notes. Et en 3 minutes, pour moi, il y a tout qui est mauvais. Il y a tout qui est mauvais. Par exemple, j'ai le triple threat match, je crois, de SummerSlam entre le Big Show, Ryback et le Miz pour le titre intercontinental. C'était SummerSlam, je sais plus. Mais 2015, ça c'est sûr. Et voilà, typiquement, ça me rappelle ça, parce que le match a duré 5 secondes, c'était un finish match, il y a eu beaucoup d'erreurs, et finalement on a tous été surpris en mal, tandis que là, on était surpris en mal, mais il n'y a pas de fausse note, quoi, à part le temps. Et ouais, c'est con, mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la note de 4,5 sur 10. Ensuite, le match le plus surcoté du monde, donc là, déjà, honte à moi. Ric Flair contre Shawn Michaels. Je n'avais jamais vu ce match, hormis la fin. Honte à moi, je sais, c'est censé être un classique, tout le monde en parle. Le problème pour moi, c'est que ce n'est pas du tout un classique. Ce match est surcoté du cul. C'est incroyable, je ne comprends pas comment les gens peuvent dire qu'ils l'aiment bien. Alors effectivement, c'est ce que j'ai marqué. Ce match est un des plus symboliques de l'histoire du catch pour sa fin. Mais il restera un des plus mauvais de WrestleMania, tout confondu, surtout de cette longueur. Le match dure 20 minutes. Et c'est mon frère qui m'a dit ça en regardant sur Wikipédia, je savais pratiquement tous les résultats à part le match qui va suivre celui-là. Mon frère m'a dit il dure 20 minutes ce match-là. Oui, je me suis dit Ric Flair catch pendant 20 minutes. Alors effectivement, pour moi, c'est pas du catch, je suis désolé. Je vais dire les 15 premières minutes, je suis peut-être un peu vache, mais les 15 premières minutes, pour moi, c'est pas du catch. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des coups qui sont portés, style Atemi ou coup de poing. Pour moi, du catch, c'est pas que des coups, c'est des prises aussi. Genre figure four, leg lock, genre sharpshooter, genre même switching music, pour moi qui est quand même
Une prise, c'est un coup, mais c'est une prise. Enfin bref, le match est pas technique du tout, quoi. C'est coincé du cul, c'est pas possible. Voilà, j'ai marqué ce match est une blague, peu de prises, seulement des coups, hormis la prise de Michaels sur la table des commentateurs. Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est le spot du match lorsque Michaels va faire son. On appelle ça son saut là en arrière. Comment on appelle ça? On va dire un saut périlleux arrière. Flair va l'éviter et donc Michaels va se ramasser la table des commentateurs qui va pas se briser. Pour moi, c'est un bon spot dans les 15 premières minutes. C'est vrai que ça en valait la peine, mais le reste, non. Non. Après, je peux quand même pas. J'ai quand même donné une bonne note. Je vais vous expliquer pourquoi. Il reste dingue en émotion. N'empêche que c'est vrai que ils auraient peut-être meilleur temps eu de mettre un 10 minutes cette fois-ci, donc très court, mais avoir des prises directes. Parce que Flair, on sent qu'il a clairement plus le potentiel pour lutter. Alors, je n'ai jamais aimé ce mec, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Ce mec, j'ai jamais pu le voir, et pour moi, ce match, c'est clair que Flair fait couler le match, quoi. Il a plus la forme, il a plus le physique pour ça. C'est Michaels qui essaie tant bien que mal de rattraper les défauts de Flair. En même temps, il avait 59 ans là, à ce moment-là. Michaels devait en avoir 41-42. Donc oui, il n'y a pas la même... Enfin, il y a une différence d'âge, c'est clair. Mais à 59 ans, Flair aurait peut-être dû prendre sa retraite avant. Après 35 ans de carrière quand même. Enfin bref, un match pour ça, c'est bien. Mais un match de 20 minutes en sachant que Flair n'est plus au top de sa forme, ça m'a dérangé. Voilà, beaucoup de blabla pour dire ça. Et donc le match se termine avec 2 switching music. La fin, je vous l'explique pour ceux qui n'ont pas vu. Ça, c'est ce que je savais. Shawn Michaels va porter son deuxième... Enfin, ça va être le premier des deux, mais c'est son deuxième switching music du match. Et finalement, il va essayer, il va emporter un troisième, il va regarder Flair. Flair, il va lui dire, vas-y, donne tout, je sais que je vais perdre. Et Shawn Michaels va lui dire, I'm sorry, I love you, va porter switching music et va donc battre Ric Flair. Et donc le serrer dans ses bras juste après, alors que Ric Flair est totalement KO. Après une ovation de Ric Flair, enfin bref. Pour moi, c'est pas la plus grande retraite, celle de Edge et de Michaels m'ont clairement fait pleurer. Ric Flair, c'est vrai qu'en revoyant, j'ai un peu les larmes aux yeux, c'est vrai. Mais c'est juste pour le symbole et c'est surtout pour le je m'excuse, je t'aime. C'est tellement fort. C'est pour ça que, pour moi, s'il n'y a pas cette fin-là, je mets un 4 sur 10. Je mettrais 0 sur 3 pour moi en perso, la note perso. Sauf que là, avec la fin, je peux que mettre 3 sur 3, donc ça pousse la note à 7 sur 10, vous voyez. C'est pour ça que je disais que, oui, ce match est une blague. Il aurait mérité, mais moins que le Chavo Kane à mon sens. Mais le côté symbolique va lui faire rajouter 3 points. Voilà, j'espère que vous me comprenez. J'espère que je suis pas trop dur avec ce match-là. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent, qui l'ont aimé? Bah dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Ensuite, 6ème match, Maria et Ashley contre Melina et Beth Phoenix. Match bof quoi, mais c'est vrai que je sais pas vraiment quoi dire, c'est ce que j'ai marqué ce match-là. Pour moi, c'est à demi-teinte, il y a des bonnes prises. C'est vrai que le match en lui-même, il est bien pour des divas, même s'il reste un peu court. Pour les divas, c'est bien, surtout à l'époque. On a des bonnes divas quoi, et puis Ashley moi me fait rêver, je suis désolé. On a Melina et Beth Phoenix pour moi qui resteront 2 très très bonnes lutteuses, et Maria je vais l'oublier parce que je peux pas la voir. Un peu une péripatéticienne je trouve. Et en parlant de prostituées, je suis désolé s'il y a des fans de Maria, mais en parlant de prostituées, ce qui me dérange c'est Snoop Dogg. Le mec va se ramener, alors déjà l'entrée de Snoop Dogg avec les autres divas, et c'était un Lumberjill match, je l'ai pas précisé, mais avec les autres bûcherons, va durer plus longtemps que le match en lui-même. Gros point négatif. Mais en plus, quoi, je veux dire, les divas, donc les Lumberjill, accompagnent Snoop Dogg, mais vont jouer un peu les cruches, quoi, les clichés, les puputes, vous voyez. On a Michelle McCool, on a Maryse, on a Mickie James. Enfin, à la limite, Maryse, elle a le physique pour. Enfin, c'est même pas une question de physique, mais au niveau de la crédibilité, ça passe pas, quoi. Moi, ça m'a dérangé. J'ai pas pu kiffer ce match, même s'il était bon en termes in-ring. J'ai pas pu kiffer ce match, quoi. C'est pour ça que j'ai mis la note de 6 sur 10. Ça ne me convainc pas. On peut faire ça à la limite aujourd'hui avec des Cameron, des Eva Marie, des Rosa Mendes, sans vouloir leur manquer de respect. Je pense qu'elles sont bonnes à ça, plus que des Michelle McCool et Mickie James. Là, ça me dérange. Et même pour moi, c'est dégradant pour la femme. Même pour Rosa Mendes et Cameron qui sont clairement pas doués sur un ring, vous voyez, c'est dégradant pour une femme et je comprends pas. Je me suis senti très gêné. On peut les montrer. Une femme quoi, c'est bien foutu, même Maria que je trouve que c'est un peu légèrement une pute, on peut les montrer, c'est bien de se rincer l'œil, vous voyez, je vais pas faire mon pervers, mais ça fait plaisir. Mais là, aller regarder l'avant-match, c'est pitoyable. En plus avec Snoop Dogg, c'est pitoyable. Enfin bref, le match se termine avec une intervention de Santino à l'encontre de sa copine Maria parce qu'ils sortaient ensemble. Il va casser le tombé, Beth Phoenix va en profiter pour porter sa prise de finition et rapporter le match. Des divas qui gagnent à WrestleMania, je crois que c'est assez rare. Voilà, bref, 6 sur 10.
ce match m'a saoulé. Alors qu'il est bon, c'est vraiment dommage. Septième match, donc Randy Orton défendait son titre de la WWE contre Triple H et John Cena dans un match triple menace. Première chose, déjà, j'ai marqué l'entrée de Cena est magique. Allez la voir si vous ne la connaissez pas, j'avais totalement oublié. C'est vrai que le mec avait eu quand même de très très bonnes entrées à WrestleMania, je pense que c'est une de ses meilleures. J'ai marqué que c'était un bon match, mais encore une fois trop court pour moi, seulement 13 minutes pour un match de cette envergure. C'est un peu ce qui va clocher, que ce soit le rythme, enfin un manque cruel de rythme dans les matchs et un manque de temps. Pour moi, c'est les deux gros défauts de ce pay-per-view pour pratiquement tous les matchs, donc voilà, c'est dommage. Surtout que j'ai marqué qu'il aurait... Je suis désolé, je suis malade. Hein. Surtout que j'ai marqué qu'il aurait pu être beaucoup plus construit. On a un Cena qui apporte beaucoup de suspense et de rythme. Randy Orton va apporter beaucoup de rythme et un côté fourbe. On a Triple H qui apporte de la brutalité. Donc on a un match très très bien construit, mais qui aurait pu se faire encore plus. Je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le match il va se terminer avec un pedigree de Triple H sur Cena. Et au moment où Triple H va faire le tomber, Randy Orton va intervenir de nulle part, faire un pun kick à Triple H et faire le tomber sur Cena. Après 13 minutes, ça me rappelle un peu à l'Innocel 2015, où Cena, il n'en a pas fallu beaucoup pour le battre. Là, juste un pedigree, alors certes, la prise est efficace, mais Cena, qui était un super-héros encore en 2007, là on est début 2008, se fait battre avec un unique pedigree. On aurait pu imaginer 5-10 minutes de plus pour ce match-là. Cependant, c'est pas grave, je l'ai très très bien aimé. Ils auraient pu en faire plus, mais j'ai mis quand même la note de 8,5 sur 10. Ensuite, le match foutage de gueule Big Show contre Floyd Mayweather Jr. J'ai marqué que ce match était insupportable. Pourquoi? Parce que le Big Show est le heel et le boxeur est le face. Big Show domine tout, mais Mayweather doit avoir l'aide de ses potes et l'aide d'objets pour battre le Big Show. Alors certes, vous allez me dire c'était un anything goes match ou un truc comme ça où tout pouvait arriver, il n'y avait aucune disqualification, blabla, vraiment, vous pouvez utiliser des objets. Le problème c'est que Mayweather agit comme un heel et Big Show est ovationné. Mayweather est tué et Big Show est ovationné. C'est con, je déteste quand ça fait ça et le Charlotte Page de Survivor Series 2015 a bien reflété ça. Ça ou c'était le TLC 2015, je sais plus, mais ça me pète les couilles. C'est dommage à dire, mais ça m'énerve quoi. Quand on a des bases sûres, il y a un heel, il y a un face, on ne fait pas ce genre de choses. Et Mayweather est insupportable, ceux qui le suivent sont tout autant insupportables que lui. Et ça m'a énervé, et mon frère a regardé le match, il était là, c'est n'importe quoi. En plus, ce match dure 11 minutes, le Big Show se fait juste humilier, pardon. Pour moi, non. En plus, le match est super lent, sans spot majeur. Voilà, le seul bon côté, c'est quand le Big Show s'en prend au pote de Floyd Mayweather Jr. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Alors certes, les guests qui arrivent à WrestleMania ne perdent jamais. Mais là, au point de faire ridiculiser le Big Show de cette façon-là, ça m'a vraiment gavé. C'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Je pense que tous ces points-là, je les attribue juste pour le Big Show. Et enfin, le dernier match, donc Edge défendait son titre poids lourd contre l'Undertaker qui défendait donc sa streak. Donc pour le moment, c'était à 15-0. Bien sûr, l'Undertaker a gagné pour amener sa streak à 16-0. Je viens de finir ce pay-per-view, donc ce match-là, je viens de le finir il y a quoi? Il y a 25 minutes. Donc j'ai mis que ce match était un petit bijou. Le problème, c'est que je ne lui mettrai pas 10 sur 10. Oui, pas 10 sur 10. Pourquoi? Parce que ce match est pratiquement parfait, il y a très très peu de fausses notes, il n'y a pas de botch, Edge joue son rôle à la perfection. Le problème, il y a un défaut qui est amené par l'Undertaker, c'est le rythme. Le rythme. Ce match dure 22 minutes, je pense que les 10-15 premières minutes, le match est juste lent à souhait. Il est constant, mais il est très très lent et ça m'a gavé encore une fois. Parce qu'on peut dire l'Undertaker, il était bon avant. Et si vous regardez juste les matchs contre Shawn Michaels et Triple H, c'est clair qu'il était bon. Celui-là, il avait toute sa forme physique. C'était il y a 8 ans. Et je suis désolé, l'Undertaker était pas en forme physiquement. On peut dire ce qu'on veut maintenant, le mec devrait prendre sa retraite, patati patata. Je sais pas s'il sera en lice pour WrestleMania 32, d'ailleurs la review arrivera dans moins d'un mois. Mais là, il était pas en forme quoi. On peut dire ce qu'on veut, il était pas en forme pour moi. C'était beaucoup trop lent. Cependant, j'ai mis quand même 9,5 sur 10 parce que le match, comme j'ai dit, c'est un petit bijou. Edge apporte beaucoup d'intensité. L'Undertaker apporte quand même de la brutalité, ça il faut pas lui enlever. Mais j'ai trouvé en dessous. Pour moi, l'Undertaker était en dessous dans ce match-là. Ça peut arriver. Sinon, j'ai mis le public est là, l'intensité est là. Ça reste le match de la soirée pour moi. J'ai mis 9,5 sur 10. C'est la meilleure note. Autre petit point négatif qui va pas être vraiment préjudiciable pour la note de ce match-là,
c'est qu'on a à la fin une intervention de Kurt Hawkins et Zack Ryder, donc les Edges ou la Familia, vous appelez ça comme vous voulez. C'était ceux qui accompagnaient Edge, d'ailleurs Armageddon 2007. Je crois que c'était ce moment-là où ils avaient justement aidé Edge à battre l'Undertaker et Batista dans un match triple menace. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Armageddon 2007. Et donc, pour moi, j'avais souvenir de... Ils interviennent tout le temps et ils font un peu foirer le match. Le problème, c'est que directement, ils se sont fait spotter. Ils sont arrivés, c'était obvious. L'Undertaker les a surpris direct. A pris Zack Ryder ou Kurt Hawkins, j'ai pas eu le temps de bien voir, par le cou et fait un chokeslam sur l'autre en dehors du ring. Voilà. Intervention un peu inutile, quoi. Mais c'est pas grave. Le match se termine avec, au bout d'un moment, l'arbitre qui tombe par terre après un big boot de l'Undertaker qui sera évité par Edge. C'est l'arbitre qui va le recevoir. On aura un coup de caméra de Edge sur l'Undertaker. Finalement, l'Undertaker arrivera à se relever, à porter un tombstone sur Edge via un deuxième arbitre qui n'arrivera pas à faire le compte de 3 vu que Edge se dégage de la prise. Ensuite, on a l'intervention des deux zigotos. On a un spear de Edge, un deuxième spear, qui va arriver jusqu'à 2 au tombé. Un deuxième spear de Edge, et au moment où il veut faire le tombé, l'Undertaker lui porte le Triangle Choke. Je crois que c'est comme ça, hein. Triangle Choke, il me semble que c'est ça. Donc la prise de finition de l'Undertaker, et donc Edge va abandonner. Et l'Undertaker va donc porter sa streak à 16-0, il va devenir le nouveau champion poids lourd. Voilà, j'ai dit 9,5 sur 10. L'Undertaker est un gros... Et en guillemets un gros défaut dans ce match là, c'est dommage parce qu'il avait la carrure pour être un 10 sur 10 ce match là. Sinon je vais regarder une dernière fois mes notes. Le Big Show contre Floyd Mayweather Jr. est une blague. Le match pour titre de la WWE est une bonne chose. Le Melina, le match tag team des femmes, des divas, c'est un entre-deux. Flair contre HBK, juste émotionnellement il est là mais sinon c'est une blague. Chavo Kane pareil, Batista Umaga beaucoup trop court et pas assez de moments intéressants. Et le Money in the Bank Ladder match et le JBL contre Finney sont deux matchs qui m'ont très bien surpris malgré le fait qu'ils soient assez courts. Voilà. Concernant la note du match, il est moins bon que Fastlane 2015. Vous allez me tuer, mais c'est le cas. Fastlane 2015, pour moi, c'est la référence de 2015 en termes négatifs. J'avais mis la note de 7 sur 10, celui-là je mets la note de 6,9 sur 10. Voilà. Juste pour vous dire qu'il est pratiquement proche de la Judgment Day 2007. Vous voyez, encore une fois, trop d'attentes, c'est à WrestleMania, donc la note est en dessous d'un Fastlane qui était mauvais mais auquel on n'avait pas d'attente. L'attente joue un très grand rôle, n'oubliez jamais ça. Pour moi, si WrestleMania je ne connaissais pas, il aurait sûrement eu une meilleure note que Fastlane. Tout simplement. Je pense que c'est pour ça que on a tous une façon de juger, d'analyser, de noter un show différemment en fonction de ses attentes. Et WrestleMania pour moi c'est une grande affiche. Et malgré les 4 matchs que je vous ai cités avant, ça rattrape pas les mauvaises notes, les fausses notes on va dire des autres matchs, on va dire Big Show, Floyd Mayweather Jr., Shawn Michaels, Ric Flair, enfin bref, il y a trop de mauvaises notes comparé aux bonnes notes, même si il y a des très bons matchs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que je suis pas trop dur avec ce pay-per-view? Je sais que Vice va le commenter, va le faire en tout cas, en faire une vidéo, j'espère que peut-être qu'il l'a déjà fait au moment où cette vidéo sort, peut-être qu'il va la faire plus tard. Je suis intéressé de voir son analyse également. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. L'analyse est très longue, 25 minutes, je m'en excuse. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout commenter, j'ai hâte de voir vos avis. Voilà, un très grand merci à vous. Et je crois qu'on se retrouve normalement dans 5 jours pour la finale du deuxième tournoi The Champion. Voilà, donc à tout bientôt.